Moi, ce que je critique, c'est vraiment les personnes qui sont arrivées 2 mois après ChatGPT, qui ont dit voilà, je suis expert IA et regardez comment on fait de l'IA, il faut utiliser ChatGPT. C'est un peu plus complexe que ça, l'IA. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Léo Bourrel, qui est Data Scientist et CEO d'IA Lab, une agence qui est dédiée à l'accompagnement d'entreprises dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors avec Léo, on va essayer de remettre un peu les pendules à l'heure aujourd'hui quand on parle d'IA, parce que sur LinkedIn en particulier, on peut avoir l'impression que tout le monde, soudainement, détient un PhD en Data Science, tellement il y a d'experts autoproclamés qui ont soudainement découvert que l'IA existait avec la sortie de ChatGPT. Aujourd'hui, nous allons donc parler des influenceurs d'IA ou des pseudo-influenceurs, mais aussi des vrais data scientists, de ce que l'IA peut faire réellement ou ne pas faire, et surtout de savoir comment aller au-delà du buzz pour utiliser l'IA de manière utile. Bonjour Léo, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi d'être sur ce podcast. Un grand plaisir. Alors peut-être, est-ce que tu peux te présenter en une minute avant qu'on attaque ce podcast? Qui es-tu Léo et que fais-tu? Bien sûr. En une minute, moi je suis un data scientist de formation, donc j'ai vraiment commencé à travailler les mains dans le code. J'ai fait ça pendant à peu près 6-7 ans. J'ai fait 4 années en freelance avant de monter du coup l'agence IA Lab que je gère aujourd'hui. Comme je le disais, j'ai un background très technique. Aujourd'hui, je me dirige justement, j'accompagne les entreprises pour qu'elles puissent avoir ces compétences de manière, on va dire, externalisée. Et en dehors de tout ça, je suis aussi président de l'association Lyon Data Science, qui, comme son nom l'indique, essaie de promouvoir la data dans la ville de Lyon. D'accord, donc l'IA, toi, tu connais bien évidemment. C'est un sujet qui, comme tu le sais, n'est pas nouveau, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Ça existe depuis 50, 60 ans, voire plus. Et pourtant, c'est la chose dont on parle le plus en ce moment. On parle que d'IA. Ma première question pour toi est simple, que penses-tu de l'engouement actuel autour de l'IA? Est-ce que tu penses que c'est justifié ou est-ce que c'est quand même un peu too much? Est-ce que c'est un peu exagéré parfois? Moi, je suis plutôt du camp, c'est un peu too much. C'est très, très cool. On a vraiment beaucoup de choses qui sont construites. En fait, cet engouement, il vient de la vague IA générative. Donc il y a énormément de choses qui sont nouvelles, qui apportent un peu un nouveau regard sur le monde de l'IA, sur des choses qui avant justement étaient hyper techniques, qui maintenant se simplifient. Mmh. On a des nouveaux usages, on a des nouvelles choses qui apparaissent tous les jours. On a l'impression que ça va à une vitesse incroyable. Et pour ça, c'est trop cool. Vraiment, on est dans un écosystème qui va très vite et qui évolue de jour en jour. Donc pour ça, c'est trop bien. De l'autre côté, je trouve qu'on a un peu aussi un contre-coup. On a tendance à imaginer que l'IA, c'est la solution à tout et que du coup, il faut mettre de l'IA de partout. Mmh. Moi, je suis un peu plus, on va dire, réservé de ce côté-là. Je pense que les entreprises, elles ont intérêt à utiliser de l'IA quand c'est réellement intéressant pour elles. Utiliser de l'IA pour utiliser de l'IA, c'est cool, ça fera peut-être avoir un peu plus d'argent de la part de vos investisseurs si vous êtes une startup, mais en dehors de ça, ça vous servira pas forcément à grand-chose. Donc je suis un peu entre les deux, dans le sens où vraiment on a une révolution, on a une évolution d'une technologie qui est hyper intéressante. D'un autre côté, il faut prendre un petit peu des pincettes et savoir comment l'utiliser et ne pas l'utiliser à tort et à travers pour dire qu'on fait de l'IA. Quand toi, tu parlais d'IA à ton entourage avant, novembre 2022 et quand tu parles d'IA à ton entourage aujourd'hui, est-ce que tu as noté une différence avec la sortie vraiment de ChatGPT? Complètement. Complètement, c'est un truc assez fort. Déjà, j'ai fait des études de data scientist. Quand on parle de data science pour une personne qui n'y connaît rien, c'est un peu abstrait. Donc, avant, on pouvait dire ça. De toute façon, quand on parlait d'intelligence artificielle avant, les gens comprenaient pas trop non plus, ça leur parlait pas, c'était assez flou. Donc, tout le monde disait on est un data scientist, voilà, bon. Et de toute façon, les gens comprenaient pas trop, donc ils posaient pas trop de questions et ça s'arrêtait là. Maintenant, quand je dis que je travaille dans l'intelligence artificielle, j'ai beaucoup plus de gens qui comprennent. Et même les gens qui savent pas ce qui se passe derrière, en fait, c'est pas grave, ils en ont tellement entendu parler partout, qu'ils savent que du coup c'est le bon endroit où il faut être. J'ai des personnes qui me disent: «Ah bah super, tu montes une entreprise là-dedans, ça doit marcher pour toi». Oui, oui, la boîte se porte bien, mais en fait, il y a pas que ça, quoi. Mais non, non, vraiment, ça a changé le regard un peu des gens, sur le métier et vraiment les gens comprennent beaucoup plus.
peut-être pas ce que je fais au quotidien, mais en tout cas, le domaine d'activité, on va dire. Mmh, d'accord. Alors on s'est croisés à plusieurs reprises sur LinkedIn et je me souviens d'une tribune que tu avais, partagée en un peu un coup de gueule en disant: «Bah stop, il y en a marre que, des gens qui, ne sont pas data scientists ou qui sont des influenceurs ou qui ont découvert l'IA avec ChatGPT se réclament quelque part de la data science». Mmh. Est-ce que tu partages toujours cette tribune? Est-ce que tu es toujours un peu dans le même état d'esprit? Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire cette, cette publication? À la partager? Je suis toujours dans le même état d'esprit. Avec l'intelligence artificielle générative, on a quand même une grosse vague de personnes qui sont arrivées, qui sont prétendues experts du jour au lendemain. Mmh. Mais c'était un peu pareil il y a quelques années avec les NFT, avec tout ça. Oui, On a c'est ça. l'impression que, Le métavers, on a vu plein de choses avant, exactement. On a eu des technologies qui mettent des années à popper, à apparaître. mmh mh. On a des ingénieurs qui passent du temps derrière, qui travaillent, travaillent, travaillent pour arriver à sortir un jour quelque chose qui fait vraiment un gros buzz. Et à partir de ce moment-là, on a l'impression qu'il y a une foule de personnes qui vient, qui se dit: «OK, bah, c'est le truc du moment». Donc ils se mettent sur cette opportunité-là, ils font des formations et ils font que ça, à longueur de journée. Aujourd'hui, tu me demandais si j'étais toujours sur le même, si j'avais toujours la même vision. Je pense quand même qu'on commence à avoir un peu du recul avec ChatGPT. Ça fait 2 ans que ChatGPT ça existe. Il y a des personnes qui sont formées, qui ont appris, qui ont découvert, qui maintenant en repartagent, et ça, je trouve ça hyper intéressant, mais elles sont vraiment dans le partage. Moi, ce que je critique un petit peu dans ce post-là, c'est vraiment les personnes qui sont arrivées 2 mois après ChatGPT, qui ont dit: «Voilà, je suis expert IA et regardez comment on fait de l'IA, il faut utiliser ChatGPT». C'est un peu plus complexe que ça l'IA, c'est pas que ChatGPT, c'est beaucoup d'outils, c'est beaucoup de choses, beaucoup de compétences, qu'il faut avoir, et se prétendre expert IA, je trouve que c'est un peu réducteur, pour les personnes qui travaillent vraiment, qui sont vraiment ingénieurs, dans ces métiers-là. Ouais, parce que tu as beaucoup d'influenceurs, hein, qui te disent que l'IA, c'est une solution miracle. Avec l'IA, tu vas faire, x10 sur ton business. Avec l'IA, tu vas, conquérir le monde. Évidemment. Exactement, mais c'est aussi cette partie-là que je critique beaucoup parce qu'en fait, à la limite, qu'il y ait une personne qui se dise: «Bah, voilà, moi, je vais vous former sur ChatGPT Mmh. et c'est juste ça», c'est OK. Tu vois, même si tu as pas d'expérience avant, si tu es juste très fort sur ChatGPT, on a entendu un peu parler du métier de prompt engineering, pourquoi pas? Moi, je veux bien y croire que les gens soient très forts pour ça. La seule chose qui me dérange un petit peu plus, c'est les personnes effectivement qui te disent: «Tu vas faire x10 sur ton CA, tous les business vont changer, c'est la révolution du jour au lendemain, tu reconnaîtras pas ton business. Mmh. Tu vas pouvoir licencier tous tes salariés parce qu'en fait, ce que tu fais, aujourd'hui avec 20 personnes, tu pourras le faire demain tout seul». Bon, c'est un peu du pipeau, c'est un peu exagéré si c'est pas énormément exagéré. Et en fait, moi, c'est un peu ce côté-là que je critique. Enfin, c'est carrément ce côté-là que je critique, parce que je trouve qu'il fait du mal aussi à tout l'écosystème de manière générale, parce que les personnes qui n'y connaissent rien et qui y croient, bah, en fait, pour elles, ce sera un peu une désillusion plus tard, parce que, bah, elles vont payer une formation, je ne sais combien, et derrière se retrouver avec, un ChatGPT qui peut faire du contenu, qui peut faire des choses, mais qui changera pas profondément ton entreprise, et qui vont se dire: «Bon, ben voilà, je réinvestis pas dans l'IA, je mets plus de billes dans l'IA parce que le premier truc que j'ai fait, en fait, c'était du flan et il y a rien derrière, quoi». Ouais, tu penses qu'il y a des risques vraiment que les gens se désintéressent de l'IA parce qu'il y a eu, des déceptions ou des mauvaises expériences avec des gens qui maîtrisaient pas le sujet? Je pense que ça peut être un risque. Est-ce que, c'est avéré? Je sais pas. J'ai pas eu de personnes qui m'ont dit: «Bah, moi, j'ai fait une formation, c'était un échec». Mmh. Enfin, c'était un échec. J'ai pas pu l'implémenter, de mon côté, et derrière, du coup, je veux pas réinvestir dans l'IA. J'en ai pas connu. J'ai connu des personnes qui m'ont dit, j'ai suivi des formations, de personnes qui ont fait des formations dans l'IA alors qu'ils n'y connaissaient rien et ça se sentait. Mais je pense que c'est plus dans mon entourage. J'ai beaucoup de profils techniques qui sont allés voir un petit peu ce qu'ils faisaient aussi à droite à gauche et qui disaient: «Bah, en fait, il y a pas de fond, quoi. La forme, elle est super, c'est trop bien, mais il y a pas de fond, et à part utiliser ChatGPT avec le bon prompt, la bonne chose, ils disent rien de particulier». D'accord. Et ça, je trouve Ouais. ça un peu, c'est un peu dommage. Je pense que ça peut avoir quand même un effet négatif à terme. Ouais, donc avant tout des bons communicants, quoi. Exactement. OK, d'accord. Et alors c'est vrai que ces influenceurs, on les voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais comme tu dis, c'est vraiment c'est pas des experts, c'est pas des data scientists la plupart du temps. Par contre, ils ont quand même une vertu, c'est celle de démocratiser l'intelligence artificielle, de l'expliquer notamment au grand public, mais surtout aux chefs d'entreprise, aux dirigeants qui, sont très loin de comprendre ce que c'est et quels sont les impacts. Ça peut être quand même quelque chose de positif ça, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, complètement, complètement, et c'est pour ça que je veux pas
critiquer à 100% les personnes qui font des formations en IA parce que il y a des personnes qui ont clairement des connaissances et même s'ils sont pas data scientists de formation, qui ont quand même des connaissances sur comment ça fonctionne, c'est quoi les usages, c'est quoi les technologies, c'est enfin globalement comment tout ça fonctionne. Mmh. Donc il y a quand même du positif aussi, il faut pas voir tout le négatif là-dedans. Et notamment, je pense que un des gros impacts positifs, c'est l'acculturation en fait que ça amène. Aujourd'hui, moi, je fais quand même quelques petites conférences, quelques talks, des choses comme ça. En fait, je me rends compte que dans le public, j'ai toujours les mêmes questions. Ces questions, ça va être OK, mais qu'est-ce qu'on fait de mes données? Comment je peux faire pour l'utiliser sans risquer de tout donner à OpenAI, Microsoft, peu importe. Et en fait, toutes ces questions-là, Mmh. moi, j'ai les réponses, mais je pense que même une personne qui n'a pas forcément le background technique derrière, elle peut y répondre parce que c'est juste des questions d'usage. Et tout ce travail-là, effectivement, c'est de l'acculturation, c'est de la formation un petit peu à ces outils. Et ça a beaucoup de valeur parce que pour un entrepreneur, même pour un salarié, en fait, pour un peu tout le monde, ça permet de digérer un peu toute l'information et derrière de savoir un petit peu qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas, quoi. D'accord. Toi qui es au contact, de manière assez régulière avec des entreprises, avec des dirigeants, qu'est-ce qu'ils te disent quand tu parles d'intelligence artificielle? Quel est leur niveau de, je sais pas, de maturité ou d'inquiétude, ou c'est quoi leur état d'esprit à eux? C'est assez particulier parce qu'il y a un grand écart aujourd'hui qui se fait. Et au début, j'avais un peu une vision, alors c'était un peu un cliché. Moi, je me suis dit, les startups vont être hyper en avance et les grands comptes vont être hyper tard. C'est pas du tout le cas. C'était c'est un peu une surprise pour moi, mais en fait, globalement, ça dépend vraiment des personnes. On a des personnes qui sont hyper en avance sur l'IA, qui vont avoir des idées hyper intéressantes, qui vont vouloir faire des projets très cool, vraiment avec une vision très long terme. Et ça, c'est très cool pour nous parce que travailler avec des personnes comme ça, c'est limite notre job à ce moment-là, c'est un peu de les ralentir et de leur dire, bah, piano, piano, vous voulez faire plein de choses, c'est cool. Mais d'abord, il faut commencer avec des bases solides. Mais de notre côté, on a aussi beaucoup de personnes qui ont très peur, qui ont très peur pour plein de raisons. Comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment un enjeu avec la sécurité des données, avec l'usage des données qui est fait par des entreprises tierces. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le frein qui revient le plus. Et après, le frein qui revient un petit peu moins, mais qui pour moi a beaucoup plus d'importance, ça va être le frein sur la transition des entreprises, des salariés, la gestion du changement en fait, qui elle est hyper importante parce que si demain on rajoute un process d'automatisation, d'IA, etc., et que ça enlève une certaine mission à une personne, potentiellement là potentiellement cette personne va se dire ok, j'ai une de mes tâches qui est automatisée, est-ce que mon travail n'est pas en danger? En fait, Mmh. tout ce travail-là d'aller rassurer un petit peu ces personnes, essayer de trouver qu'est-ce qu'elles aiment faire, quelles sont les compétences, comment on peut essayer de leur trouver des nouvelles choses à faire, des nouveaux, soit des compétences qu'elles ont déjà, soit des formations pour les accompagner vers un nouveau métier. En fait, ça c'est du management de transition, enfin, de la gestion du changement. Et c'est hyper important parce que vraiment il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin d'être accompagnées sur ces sujets-là. Je pense que c'est encore assez rare d'avoir ce type d'accompagnement et pourtant c'est peut-être clé dans beaucoup de cas. Et ça, c'est aussi le rôle du data scientist, d'accompagner les clients sur le changement? On a l'impression que quelque part tu passes de la hard tech, la data et cetera, à côté un peu sciences sociales, accompagnement, psychologie, Oui, mais en fait, ça fait partie du métier de data scientist. Au fond, data scientist, t'as vraiment des hard skills, comme tu dis, où ça va être très technique, développer un Python, utiliser tel ou tel langage de programmation, telle librairie, tel outil, etc. C'est vraiment enfin, c'est des mathématiques, des choses comme ça. C'est vraiment des hard skills. Mais il y a une très grosse partie du métier qui est les soft skills. Moi, je le vois beaucoup parce que je travaille beaucoup en externe avec des entreprises, donc on doit les accompagner sur ces sujets-là. Et même en interne, une des grosses parties du métier, c'est d'aller comprendre le besoin, d'aller le structurer, d'aller faire en sorte que on n'ait pas juste à prendre. Enfin, ça n'arrive pas qu'on nous dise voilà le projet que tu dois développer, tiens, je te le laisse et on se revoit dans 3 mois pour voir le résultat. Ça marche jamais comme ça. On est quand même selon les projets, je vais pas dire de la recherche, mais on s'approche un petit peu sur du développement où on connaît pas forcément à 100% de résultat à la fin. Donc le travail du data scientist, il y a beaucoup de soft skills pour aller comprendre le projet, comprendre les besoins, comprendre les utilisateurs,
une fois qu'on a fait ce travail-là, qu'on commence à développer quelque chose, essayer d'intégrer le plus les clients, que ce soit des clients externes, des clients internes, et les faire adhérer au projet. L'idée, c'est de leur dire, c'est pas d'arriver poser une brique dans 3 mois pour leur dire, bah voilà, on a fait de l'IA, regardez, c'est un super outil. Maintenant, toi t'as plus de travail, toi t'as plus de travail, et puis toi, bah on t'a pas trop mis au courant, mais en fait, ça va aussi pas mal changer ton travail, donc il va falloir que tu t'habitues, et c'est comme ça. Ça marche pas. Globalement, on a des projets Mmh. comme ça, c'est un flop tout de suite. Donc le travail de data scientist, effectivement, c'est aussi d'aller faire adhérer les gens, les faire comprendre quel est l'intérêt pour eux, et aussi comprendre souvent le métier final. Parce que souvent, les commanditaires ne sont pas les personnes qui vont utiliser le projet à la fin. Souvent, on va avoir du C-level qui va nous dire, bah voilà, on veut utiliser de l'IA parce qu'on veut être meilleur sur telle activité, sur tel service de la société. Trop bien. Mais avant de vous interviewer à vous, avant de comprendre ce que vous voulez faire, je vais aller voir d'abord les équipes. Je vais leur poser des questions. Comment se déroule leur quotidien? Où est-ce qu'ils perdent du temps? Où est-ce qu'ils gagnent du temps? Et à ce moment-là, du coup, on devra avoir un projet, en tout cas une idée du projet. On le fait valider par la C-level et ensuite on avance. D'accord et justement, est-ce que tu peux donner quelques exemples, peut-être un peu concrets, de projets sur lesquels tu travailles, ou d'entreprises que tu accompagnes? Ouais, bien sûr. En entreprise, on travaille quand même pour pas mal de boîtes. On va dire que on a quelques exemples, moi, que j'aime bien. J'ai Planity de mon côté qui est une entreprise qui fait un peu comme Doctolib, mais dans le monde des instituts de beauté, des instituts de soins. Donc tout ce qui va être Donc prise de rendez-vous, pour exactement, prise de rendez-vous. Et pour eux, en fait, ils ont une force commerciale, je crois que c'est à peu près 300 commerciaux, en France et en dehors dans les autres pays. Et en fait, pour chacun des commerciaux, ils doivent aller dans le magasin, remplir toutes les prestations à la main et catégoriser chacune des prestations dans le référentiel Planity. L'idée, c'est d'être capable de dire, si je vais chez le coiffeur à côté, je remplis coiffure homme, effet métallisé. Alors, j'y connais rien, je suis pas sûr que ce soit une vraie coupe. Mais en fait, ça va rentrer dans la catégorie coiffure homme. Et mmh. ça, c'est hyper important de faire ce travail-là parce que derrière, pour Planety, une fois que vous allez sur le site internet, que vous tapez sur Google, je veux une coiffure homme, Planety va se placer en premier et va afficher chacun des salons qui proposent cette prestation-là. Donc il y a un gros sujet de référencement derrière. Et en même temps, pour les commerciaux qui font ça sur le terrain, c'est assez pénible parce qu'ils doivent le faire manuellement. Ils ont une liste de une cinquantaine, je crois, de catégories qui va potentiellement bouger parce qu'il y a aussi des nouvelles choses qui arrivent. Et comment dire, d'un service à un autre, c'est pas toujours évident de savoir où est-ce on va le catégoriser. Donc parfois on a deux fois le même service qui vont être dans deux catégories différentes ou un service qui va être dans plusieurs catégories. Bref, c'est un peu la panique à bord. Donc là pour eux, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de tout nettoyer. Alors, en tout cas, une grande majorité des erreurs qu'on a pu nettoyer. Et ensuite de ça, on a créé un petit outil qui catégorise automatiquement les prestations, les services. De cette façon-là, ça fait gagner un petit peu de temps aux commerciaux. Et en plus de ça, on garantit, on améliore la qualité des données et le résultat pour l'utilisateur final via le SEO. D'accord et il y a déjà eu des résultats concrets, tu as eu des retours du client, est-ce que ça a changé leur manière de travailler? Je sais pas si ça a changé la manière de travailler. Je pense que c'est plus une amélioration de fond, dans le sens où, comme je te disais, ça améliore le SEO. Alors, ça améliore en fait les pages qui vont s'afficher sur la qualité des pages qui vont s'afficher sur le SEO. Ça va éviter les erreurs. Et ça accélère un petit peu le travail des commerciaux. Après, je pense que ça leur accélère 5 minutes euh, par vente, quoi. Mmh. Je suis pas sûr que ça leur ait changé la vie. Maintenant, si on rapporte au volume de 5 minutes fois, imaginons qu'on a 10 ventes par an par commerciaux, ça fait 300 fois 10, ça commence à faire un peu du volume. Donc j'ai pas eu, on n'a pas mesuré l'impact de cette feature-là à ce niveau-là. D'ailleurs, on aurait dû. Mais effectivement, ça a eu un impact, je pense, assez positif. D'accord et tu travailles principalement avec des PME, des grosses entreprises? C'est quoi un peu la typologie de tes clients? Techniquement, on travaille un peu avec tout. J'en ai commencé beaucoup sur de la start-up et en fait, au fur et à mesure, on a eu des opportunités dans d'autres types d'entreprises. En ce moment, on travaille un petit peu avec des collectivités, avec des écoles publiques type la Sorbonne, des choses comme ça, OK. ou des très grands comptes comme il y a 1 an et demi, on a travaillé avec Enedis. Donc on a souvent des opportunités, on a eu plusieurs types d'entreprises et aujourd'hui, vraiment, l'idée, c'est pas de se concentrer sur un secteur, enfin une taille d'entreprise,
C'est plutôt de dire, voilà, on est expert sur une technologie et on va essayer de la diffuser, pas au plus grand nombre, mais en tout cas à toutes les entreprises qui le Et nécessitent. quelles sont les raisons qui poussent un client à venir te voir? Pourquoi est-ce qu'elles viennent dire, «On a besoin d'un expert en IA», alors que ces grands groupes notamment pourraient avoir les compétences en interne finalement? Ouais, bien sûr, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que on a une méthodologie de travail qui fait que, comme je te disais tout à l'heure, on se contente pas des hard skills, et on va chercher un petit peu au-delà. Ce qui fait que quand on a des entreprises qui sont au niveau, heu, C-level ou en tout cas, comité de direction ou des profils comme ça, ils savent qu'il faut faire une transition, vers l'IA par moment. Ils savent pas forcément de quelle façon le faire. Ils savent pas forcément de quel type de profil ils ont besoin aussi, parce qu'on parle beaucoup de data scientist, mais il y a aussi tous les métiers qu'il y a derrière, qu'il y a à côté. Data analyst, data engineer, MLOps, enfin bref, il y en a beaucoup. Tous ces métiers-là, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour une entreprise de savoir comment se positionner, où est-ce qu'on veut aller. Donc je dirais que ça, c'est la raison principale. Après, pour moi, il y a 2 autres raisons. Pour les plus petites entreprises, c'est qu'ils n'ont pas forcément la volonté d'internaliser la compétence et d'avoir un data scientist à temps plein dans la société. Nous, comme on vient de manière un peu plus ponctuelle, enfin sur du long terme, mais ponctuelle, heu, pour les entreprises, c'est plus facile de se projeter, de dire: «Bah, voilà, on commence par un projet, on teste, ensuite on va sur un second, ensuite si ça fonctionne, on va sur un troisième, et cetera, et cetera». Alors, on voit que l'IA a beaucoup évolué, hein, depuis évidemment, longtemps, mais notamment quand on parle d'IA générative avec ChatGPT. On est passé de la version, 3.5 à la version 4.0 ces derniers temps. En quoi est-ce que cette évolution rapide impacte ton travail ou impacte les demandes et les besoins des entreprises? C'est un réel impact, qui est assez complexe parce qu'en fait, on a envie de développer des choses, avec ce qu'on a aujourd'hui, et parfois on se rend compte que, si on le faisait 3 mois plus tard, on aurait complètement, d'autres moyens et on pourrait faire beaucoup plus de choses. Je peux te donner un exemple rapide. On a fait, un un projet pour une boîte qui voulait faire de la détection d'identité. Donc la détection d'identité, c'est le fait d'aller chercher des, noms, des adresses, des RIB, bref, tout ce qui est un petit peu structuré dans du texte. Et donc on a fait ce travail-là, on l'a fait, il y avait des contraintes un peu particulières, donc on l'a fait sur des modèles qui ne sont pas, des modèles, ChatGPT et cetera. On l'a fait sur des plus petits modèles, heu, qui sont un peu plus anciens, mais qui sont quand même très, très performants. Et on a eu, un autre client qui avait à peu près le même besoin, mais qui lui n'avait aucun enjeu de sécurité et du coup qui voulait passer par, ChatGPT pour avoir les meilleures performances, en tout cas OpenAI. Et ben, la complexité du code, du coup, on a vu quelque chose qui s'utilisait il y a plutôt une méthodologie de travail d'il y a 2 ans, on va dire, versus une méthodologie de travail d'aujourd'hui. C'est quand même les résultats sont quand même assez impressionnants de voir l'avant-après, quoi. Aujourd'hui, en quelques jours, on a un résultat qui est solide, qui nous donne des bonnes performances et où effectivement, on a quand même bien réduit la complexité du développement. Et est-ce que ça change la manière de travailler, mais également de former tes équipes? Comment est-ce que tu te tiens à jour, en fait, de ces nouveautés, de ces nouvelles techniques, de ces nouvelles, manières de fonctionner? Hem, c'est assez difficile de rester à jour de tout. Souvent, on va avoir, des personnes qui vont avoir des appétences. Un exemple, on peut avoir une personne qui adore le NLP. Alors en ce moment, le NLP est devenu un domaine tellement vaste que c'est compliqué de suivre quand même rien que le NLP. NLP, Natural Language Processing, c'est la capacité de l'IA à comprendre et à interpréter le langage, hein? Exactement, c'est tout à fait ça. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va avoir des personnes qui vont avoir certaines appétences qu'on va essayer de faire progresser sur un domaine en particulier. À l'inverse du NLP, on a le computer vision, donc le traitement de l'image, donc image, vidéo, et cetera. On va avoir des compétences qui vont être parfois très semblables, mais parfois très différentes. Et en fait, aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé, on pouvait être expert un petit peu de tout. Et tant qu'on faisait de la data science, on avait toutes les compétences. On allait un jour sur le NLP, le lendemain sur la computer vision, le surlendemain sur un autre type de projet. C'était OK. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. On a des projets qui demandent qui sont de plus en plus complexes, du coup, qui demandent des compétences techniques de plus en plus importantes. Et même si on simplifie parfois l'usage avec des outils comme les LLM, en réalité, il y a toujours beaucoup de choses à faire derrière. Si je prends l'exemple de LLM, il faut faire de l'évaluation. Est-ce que donne le chatbot, enfin le LLM est correct ou pas? Est-ce que si jamais demain OpenAI est en panne, qu'est-ce qu'on fait? En fait, sur du LLM par exemple, on devient sur un vrai métier d'ingénierie, plutôt que sur un métier de data science en partie. Ça veut pas dire que c'est 100% le métier qui change, mais il y a une partie du métier qui change quand même.
malgré tout, il faut quand même garder les compétences qu'on a à l'origine parce que le LLM, ça répond pas à tous les problèmes non plus. Donc en fait, il y a un peu une ambivalence où on va essayer d'aller chercher de plus en plus de connaissances, de plus en plus euh, de nouveautés, mais il faut quand même pas oublier les bases et rester toujours un peu sur entre guillemets sur ce qu'on a appris à l'école, quoi. D'accord. Alors justement, quand une entreprise cherche un expert en intelligence artificielle, quels conseils tu pourrais leur donner? Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un véritable expert d'un pseudo-expert en IA, mais qui est très bon communicant? Je dis pas que les vrais experts sont pas bons communicants, mais Oui, bah, en même temps, c'est pas très faux non plus. Malheureusement, les meilleurs communicants ne sont pas les experts ne sont pas les meilleurs communicants. Hem, c'est pas une réalité absolue, mais ça, je pense que ça se remarque quand même pas mal. Maintenant, pour identifier, je pense, des personnes compétentes, je dirais qu'il y a pas de secret pour moi. Faut regarder un petit peu le CV, faut voir un petit peu, heu, sur quoi la personne elle a travaillé. Alors, encore une fois, le domaine, c'est très technique, c'est beaucoup de mots-clés, c'est beaucoup de choses comme ça. Donc, si vous comprenez pas un CV, c'est pas grave. Il vaut mieux aller, parler avec la personne, essayer que vous que vous explique justement ce qu'elle a fait et quitte à lui dire: «Bah, voilà, je suis pas technique, explique-moi avec heu, des images, en simplifiant un petit peu tout ça». Un vrai expert, il sera capable de le faire, alors que je pense qu'une personne qui a travaillé dans l'IA, enfin qui est prompt engineer ou je sais pas trop quoi, hem, lui, il aura plus de mal à trouver des cas d'usage concrets en entreprise, en dehors ça va accélérer votre rédaction sur LinkedIn et 2-3 petites choses comme ça, ou rédaction de blog. Et en plus de ça, souvent dans le CV, on voit que c'est des profils, qui n'avaient pas forcément les compétences avant, qui, avant étaient dans le marketing, qui avant étaient dans le commerce, dans je sais pas trop quelle activité, mais pas forcément sur des métiers, en techniques. gros, école d'ingénieur ou école d'informatique, c'est un peu la base, pour travailler l'IA de manière un peu technique, hein? Ouais, oui, je pense que oui. Honnêtement, c'est quand même un très gros, signe que la personne a des compétences Ouais, techniques. par rapport à une école de commerce ou voire pas de diplôme du tout, même s'il peut y avoir des très bons autodidactes, qui se sont formés eux-mêmes. Exactement. En fait, il y a toujours des exceptions, ça c'est sûr et certain. Et tu vois, là, j'ai en tête les personnes qui font des reconversions professionnelles. Tu peux avoir fait 15 ans dans le marketing et au fur et à mesure t'être intéressé à la data un petit peu, Mmh. avoir fait une reconversion parce que tu fais de la data analyse dans le marketing, ça a du sens. Mais souvent, les personnes qui vont s'identifier comme ça, il va y avoir une suite logique dans le CV. Mmh mh. Ça va être d'abord j'ai fait du marketing. Dans mon expérience de profil marketing, j'ai commencé à analyser des dashboards, à comprendre les données, à vouloir interagir avec elles. Et au final, ça m'a tellement plu que je suis allé sur un métier data analyst ou data scientist en marketing. Et il y a une suite logique. Les profils pour moi qui sont un peu influenceurs IA, ça va être j'ai fait du commerce pendant 3 ans, enfin des sales pendant 3 ans. J'ai vu novembre 2022, OpenAI a sorti ChatGPT, super. Décembre 2022, j'étais expert IA, quoi. Je caricature un peu, mais il y a quand même de la réalité là-dedans. Ouais, c'est-à-dire que l'IA, c'est un outil, quoi. C'est pas parce que tu mets de l'IA quelque part que ça va transformer ou régler ton problème. Exactement. Et le cas, moi, que je trouvais assez flagrant, c'était les services clients. Pendant très longtemps, on a vu des services clients boostés à l'IA qui sortaient un peu de partout. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit, bah voilà, nous, on a développé notre propre système de ticketing, donc de réception de messages et de choses comme ça, pour nos clients, pour essayer de suivre un petit peu euh, les, les, les problématiques de nos clients, essayer de les aider. Très bien. Maintenant, on va mettre de l'IA là-dedans pour accélérer la réponse. Ok, super. Mais pourquoi vous perdez du temps sur euh, sur votre réponse? Ah, parce qu'il faut aller accéder aux données. Oui, mais du coup, l'IA, oui, elle aura accès aux données, mais est-ce que déjà, dans votre application, vous donnez l'accès à à vos conseillers, aux personnes qui répondent? Bah non, 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 il faut qu'elles ouvrent une autre application, qu'elles aillent chercher dans la base de données, et l'information, il faut qu'ils demandent à quelqu'un d'autre, et ensuite, et ensuite, voilà, et ensuite, voilà. Donc en fait, moi je leur dis: «Bah, c'est super, on peut faire de l'IA, vous avez raison, vous avez les données en base, vous avez une interface graphique que vous gérez, donc on peut totalement se plugger au milieu et s'installer. J'ai aucun souci avec ça. Maintenant, je pense que la problématique, elle vient de votre process métier derrière, et peut-être que si vous mettiez juste sur votre logiciel les données sur la droite avec, un petit encart qui dit, ça c'est tel client, il a passé commande à telle date, il a ta, j'ai tout l'historique, j'ai toutes les infos».
bah, peut-être que ça va déjà accélérer beaucoup, 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 le travail heu, de vos sales, Et quoi. c'est ce regard un peu extérieur que toi tu apportes aux entreprises en leur disant, bah, parfois c'est bien de commencer petit, sans forcément mettre de l'IA, puis après monter en puissance, quoi? Exactement, exactement. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est que, je suis peut-être pas un très bon commercial du coup, mais Ouais, j'essaie de m'efforcer c'est à pratique en tout cas, c'est juste, répondre aux besoins. exactement et surtout, en fait, j'essaie de conseiller mes clients pour qu'ils aient un peu la meilleure solution et pas qu'ils aient la solution qui me plaise le plus à moi. Parce que moi, je peux leur mettre de l'IA partout, je peux faire plein de choses, enfin, on peut faire des trucs qui sont, vraiment cool avec de l'IA. Mais si en contrepartie, mon client, il lâche, quand même un gros montant et qu'il y a pas de retour sur investissement, à la fin, il sera pas content. Alors que si on lui trouve une solution, même si c'est pas moi qui l'implémente parce que c'est pas de l'IA, c'est pas dans nos capacités et cetera, bah, le client, le jour où il aura un besoin IA, il viendra me voir et je pense que ça va créer un peu une relation de confiance qui est hyper importante. Alors, on parlait beaucoup évidemment de ChatGPT, d'OpenAI, mais l'IA, c'est pas que OpenAI et ChatGPT. Est-ce que, il y a d'autres outils que toi tu recommandes ou que tu utilises au-delà d'OpenAI, qui peuvent être très utiles, dans le monde de l'entreprise? Ouais, moi, il y a, en fait, je différencie un petit peu, 2 types donc de d'IA, on va dire. Pour moi, il y a les services IA qui sont comme, ChatGPT et cetera, qui sont des services accessibles en ligne où tout le monde peut y aller. Pour moi, c'est la première porte d'entrée de l'IA et après, il y a les produits que nous, on va développer, vraiment la data science, le fait d'aller développer des projets et cetera. Donc si on se concentre vraiment sur la partie service, pour moi, il y a deux trois projets qui sont vraiment très cool. Je suis assez fan de Fireflies, qui est un outil qui permet de prendre des notes pendant le rendez-vous. J'ai Fireflies en tête parce que c'est celui que j'utilise. Il en existe peut-être une dizaine, si c'est pas une centaine. C'est des outils en fait qui sont vraiment pratiques. Pourquoi? Parce que normalement au rendez-vous, on prend tous des notes et en fait, on doit se concentrer à la fois sur la personne qui nous parle, à la fois sur les notes. Moi, je mets toujours le focus en priorité sur la personne qui me parle, donc je me rate un peu dans mes notes, j'oublie des choses. C'est pas idéal et je me retrouve avec des notes qui sont à moitié écrites sur une page un peu de travers, un peu dans tous les sens. C'est pas top. Là, un outil comme Firefly, ça me permet de faire une transcription de tout ce qui a été dit à l'audio en texte. Ça me fait aussi des bullet points pour me dire voilà ça c'est sur le projet, les prochaines étapes c'est de faire ci, ça, ça. Ça me dit en gros quels ont été les grands chapitres un petit peu de la discussion. C'est pas parfait, mais en fait je m'en moque un peu. Je veux pas que ce soit parfait, je veux juste avoir les grandes lignes pour que je puisse ensuite aller reprendre des notes manuellement et repasser un petit peu de temps euh, sur tout ce qui a été dit. Donc ça, moi, je trouve que c'est un des outils qui me sert le plus aujourd'hui. Et sinon, j'ai découvert il y a pas très longtemps un outil qui s'appelle Gamma, je crois. Euh, Ouais, c'est pour des présentations en ligne, hein, c'est exactement. ça? Présentation Ouais. PowerPoint. Si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas faire ça, c'est idéal parce qu'en fait, vous expliquez un petit peu les grandes lignes. Ça va vous sortir un PowerPoint qui est très beau. En tout cas, moi, j'ai fait un test dessus. Je trouvais ça vraiment très joli. Je modifie tout le contenu pour dire, bah voilà, tel chapitre, ça correspond pas à ce que je veux ça, 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 etc. Et en fait, au lieu de prendre une journée pour faire un petit PowerPoint qui va me servir dans 1 heure de présentation, bah, j'ai pris peut-être 2 heures, 3 heures. J'ai pris le temps quand même de retravailler, de refaire plein de choses, etc. Mais on a quand même un gain qui est surtout sur la partie esthétique pour avoir quelque chose qui est très joli, très uniforme et qui a du sens, quoi. D'accord, et au niveau de ta gestion des projets, gestion des équipes, est-ce que tu utilises des outils à base d'IA? Je peux penser à, pas Notion AI, ce genre de choses? Ou alors, j'utilise Notion, pas trop la partie AI. Pour la gestion de projet, honnêtement, Fireflies du coup, parce que ça me permet de prendre les notes au fur et à mesure. Dans le suivi des projets, on a un sujet là en interne, c'est justement d'améliorer la qualité des specs, des spécifications techniques en début de projet. Mmh. Euh, je voulais tester avec Notion AI pour voir un petit peu ce que ça donnait, est-ce qu'on avait des meilleurs résultats ou pas. J'avoue que je sais pas encore, pour l'instant c'est dans les tuyaux. Mais effectivement, c'est un sujet qui est intéressant. J'ai vu aussi, je crois que Asana a sorti la version Asana AI. Bon, ça fait partie des choses à tester dans les prochaines semaines. Absolument. J'en profite d'ailleurs pour envoyer les auditeurs à un épisode consacré à Asana qui est sorti, mi-juin. Si vous voulez tout savoir sur Asana et Asana AI en particulier, un outil de gestion de projet qui est assez génial. N'hésitez pas à écouter cet épisode. Alors Ouais, j'ai envie de l'écouter. exactement. Alors Léo, l'IA, elle peut quasiment tout faire, ou presque. En tout cas, on voit de l'IA dans la création graphique, dans la création vidéo. On parle d'IA dans le monde de la chirurgie, de la médecine, de l'architecture, etc. Est-ce que toi, il y a un cas d'usage ou
quelque chose qui te fait vibrer en particulier, où tu te dis: «Waouh!» que ça soit dans mon domaine pro ou perso, ça va vraiment être un truc qui va vraiment être super cool en termes d'IA. Ouais, je pense qu'on a un truc qui est vraiment en train de monter, enfin d'exploser en ce moment, c'est les agents, les systèmes d'agents d'IA et je suis profondément convaincu qu'il y a un réel usage à ça et qu'on l'a pas encore craqué. Vraiment, Tu peux expliquer c'est quoi un agent en d'IA? ça va être des petits programmes d'IA, en fait, c'est des petits bots qui vont être spécialisés dans une activité et en fait, on va pouvoir les programmer, enfin le la programmation d'agents, c'est vraiment de dire, j'ai vu une démo il y a pas longtemps, une personne qui, programmer ses vacances comme ça. Donc il disait: «Bah, voilà, l'input c'était, je veux, des vacances, j'hésite entre New York et Los Angeles. Ce sera des vacances en mai. J'aime, la nourriture mexicaine et les conférences dans la tech. Dis-moi quel est le meilleur des, des 2, des 2 options et réserve-moi les billets, fais tout ça». Et en fait, on voit l'IA qui, au fur et à mesure, prend l'information, va aller sur internet, chercher des informations sur les activités qu'il y a à faire en mai, les conférences tech qu'il y a à faire en mai dans chacune des 2 villes, qui va, vraiment récupérer en fait, toutes les infos à chaque fois des villes, la météo et cetera et qui va dire: «Bah, voilà, selon, tout ce que tu m'as dit sur tes préférences et cetera, je te recommande d'aller plutôt à San Francisco. Est-ce que tu es OK avec ça? Oui, non». La personne écrit: «Oui». Super. Donc ensuite le bot il continue, il dit: «Bon, maintenant je vais aller, sur, une compagnie, enfin un comparateur de billets d'avion. Voici le moins cher. Si tu pars le dimanche à 18h et que tu reviens le mercredi à 15h, tu as le moment idéal pour prendre tes vacances le moins cher possible. Et en fait, il prépare tout ça et à la fin, du coup, tu as juste le lien vers pour prendre ton billet avec toutes les activités qui sont listées pour te dire, bah, ouais, tu devrais faire ci, ça, ça. Et il y a une partie de moi où je trouve que l'usage, il est celui-ci, c'est pas un usage que je trouve incroyable dans le sens où, ok, c'est très cool, c'est une démo, mais personne va l'utiliser pour ça. Enfin, je pense pas. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses à faire derrière et qu'on n'a pas encore craqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. Le jour où ce sera craqué, on saura que il faut les agents, ça nous permet de faire, je sais pas, ça nous permet d'être un vrai assistant du quotidien pour telle tâche. J'aurais juste à dire, bah voilà, je viens de signer un contrat avec Julien, fais-moi tous les documents. Ils ont accès à mon Notion, ils pourront récupérer toutes mes infos, les remplir tout seul, etc. Je pense que là, on aura vraiment un truc qui sera cool. D'accord, parfait, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Léo. Alors à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je te laisse écouter celle de Benoît Sommerlad, qui est expert en gamification et en ingénierie pédagogique. On écoute sa question. Dans le contexte, qu'on connaît actuellement, de tensions internationales, comment est-ce qu'on peut, se prémunir des dérives de l'IA qui peuvent parfois faire peur à la population générale? On l'a déjà vu, je pense, il y a quelques années avec les dérives un peu que Facebook avait eu avec le Cambridge Analytica, etc. De la manipulation que peut avoir les réseaux sociaux euh, sur les personnes de manière générale. Je pense malheureusement qu'avec l'IA, on va accélérer sur beaucoup de choses. Tout simplement parce que avant, créer un clip de propagande, ça prenait un peu de temps. Aujourd'hui, ça va prendre quelques minutes ou quelques heures, mais en tout cas, ça va beaucoup plus vite. On peut faire du volume, on peut faire des choses qui sont, on peut faire des trucages, on peut faire beaucoup de choses. Donc à mon avis, c'est un peu compliqué enfin, on se dirige vers quelque chose qui est quand même assez compliqué sur tout ce qu'on va voir sur Internet. Et je pense qu'une des grosses compétences pour les futures générations et même pour nous, ça va être le regard critique, être capable d'être très critique par rapport à ce qu'on voit sur Internet. Et encore qu'aujourd'hui, ça se limite à ce qu'on voit sur Internet, mais en fait, pourquoi pas être critique par rapport à ce qu'on voit demain dans la rue. J'ai vu il y a pas longtemps une photo de un magazine. Je me souviens plus ce que c'était le magazine, mais sur lequel on voyait une personne qui brandissait justement une photo. Et sur la photo, on voyait, je crois que c'était un bébé qui pleurait, quelque chose comme ça. Et c'était une image un peu émouvante. Et sauf qu'en fait, si la photo, donc la photo dans le magazine, si on dézoome, on voyait qu'en fait, elle avait 6 doigts. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une image qui était générée par IA, sauf que au niveau du magazine, ils ont juste vu une personne dans la rue qui brandissait une photo. Et du coup, la photo, elle avait pas été coupée, on voyait pas les doigts. Donc pour eux, ils ont fait un vrai travail journalistique, il y a rien à leur reprocher, parce qu'ils pouvaient pas connaître évidemment que cette photo était manipulée à la base par de l'IA. Et pourtant, ça crée un peu un précédent où du coup, un magazine diffuse une image
qui est un petit peu truqué, qui est falsifié. Dans du grand public, dans quelque chose qu'on aurait pu tous voir dans la rue, chez notre marchand de journaux. Et ça, du coup, pour moi, ça amène un petit, un je veux dire un petit frein, un risque, qu'on va rencontrer un petit peu tous les jours. Et c'est pour ça que le sens critique, il va être, hyper important. Aujourd'hui, tu as même des arnaqueurs, des scammers qui tentent d'escroquer des personnes peut-être plus âgées en utilisant des techniques d'IA qui sont parfois assez redoutables. Ouais, exactement. J'avais vu, une vidéo, enfin un reportage là-dessus, où justement, avant, du coup, ils parlaient que par message. Ensuite, ils sont mis à faire, des vidéos et du coup, eux, ils avaient juste un outil qui transformait la voix et ils parlaient un peu en même temps que la vidéo. Et maintenant, en fait, il y a enfin, je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui va arriver à terme. Il y aura un peu un style de deepfake, en live. Et à partir de ce moment-là, ces personnes-là, ils pourront dire, bah, appelle-moi si tu crois pas que je suis une vraie personne. Du coup, ils pourront faire ça par milliers. Effectivement, pour nos grands-parents, je pense qu'ils sont les premières victimes de ce type d'arnaque. Ils pourront pas s'imaginer que c'est possible d'avoir Mmh. une fausse personne, on va dire, en direct, en live, quoi. OK, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Léo. Alors à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Quel va être le grand changement, on va dire, de l'IA? Tu vois, tout à l'heure, tu m'as demandé un peu, moi, je t'ai parlé des agents d'IA, et cetera. Mais il y a 1 million de choses qui peuvent être réalisées en IA. Et du coup, je suis assez curieux de savoir, du coup, l'avis de cette personne sur quel serait, selon lui, la prochaine grande révolution de l'IA. D'accord, parfait. Eh ben, écoute, c'est bien noté. Merci beaucoup de ta participation. Léo Bourrel, je rappelle que tu es data scientist et CEO d'IA Lab, une agence dédiée à l'accompagnement des entreprises en matière d'intelligence artificielle. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi, merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.